L'épisode d'aujourd'hui est une présentation de Valentine l'original. Si t'as les mains sur le volant ou les oreilles dans tes écouteurs et que le simple fait de nous entendre parler de hockey te donne le goût d'une bonne poutine, c'est un signe. Depuis 1979, Valentine, c'est la destination d'ici pour ceux qui veulent les vrais classiques. Si t'as faim, cherche pas plus loin. Bonjour les amis, je vous rappelle avant de commencer qu'il ne reste que quelques dates pour le one-man show super normal de David Bocage. Je sais pas c'est qui ce gars-là, mais apparemment il faut aller voir son show. Je vous rappelle que ça culmine en la représentation ultime et la captation au Club Soda le 8 avril 2026. Peut-être qu'au moment de ceci, que vous écoutiez ceci, c'est sold out parce que je sais qu'au moment de l'enregistrer, on approche la quasi-totalité du Club Soda. Donc dépêchez-vous si vous voulez venir, c'est votre dernière chance. Bas du fleuve également, Rimouski, Témiscouata, Latuc, Drummondville et Vanier dans le coin de Québec. C'est dans le fond, c'est un quartier de Québec. Tout ça au davidbocage.com. Content de vous retrouver, les amis, cette semaine pour un nouvel épisode de Dread sur le Tape. Alors que je vous présente peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas, peut-être. Ça se peut, ça. J'aime ça, présenter des gens à Dread sur le Tape. On parle aujourd'hui de Jonathan Gauthier. Jonathan Gauthier, ça se peut que vous ne le connaissiez pas. Il est dualité. Il est d'une part le cofondateur de Hockey sans frontières, Hockey Without Borders, qui est un OBNL qui opère depuis 2011 et qui, fait du mentorat de hockey dans des endroits souvent un peu, saugrenus, mais où on n'attend pas nécessairement le hockey, partout à travers le monde. C'est un peu un programme de leadership à travers le sport. Et ils ont impacté plus de 7400 jeunes à date, 120 bénévoles qui ont fait partie de ça. C'est vraiment un cool projet que Jonathan a mis sur pied. Et Jonathan lui-même a un background hockey assez fascinant. On parle d'un gars qui a déjà été repêché premier au total dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec par le Drakkar de Bécomo. Peut-être le premier choix de l'histoire du Drakkar, si je ne me trompe pas, mais ça se peut que je me trompe. Bref, Joe a tout un parcours de hockey qui l'a influencé à devenir la personne qu'il est aujourd'hui et à fonder Hockey sans frontières. Donc, vraiment, très, très cool récit que celui de Joe. L'épisode est enregistré le 13 novembre 2025 à Montréal. Et je pense que c'est peut-être la plus tête des intros que j'ai réussi de ma vie. Donc, je vous laisse au bon soin de Jonathan Gauthier. Dread sur le tape avec David Bocage. Peut-être les gens ont remarqué déjà ton chandail. Tu affiches tes couleurs Hockey Without Borders, Hockey sans frontières en français. Je pense que la première question, ce serait Joe, c'est quoi Hockey sans frontières? Ouais. Parce qu'il y a plein de gens qui peut-être n'ont pas nécessairement entendu parler de ça. Il y a eu des articles sur vous, mais... Non, il n'y a pas grand monde. On est un peu dans la marge, même si ça fait depuis 2011 qu'on roule. Presque 15 ans. Ouais. On est un OBNL depuis 2011 qui focus sur les entraîneurs. Donc, depuis 2011, je te dirais qu'on est une organisation, une intermédiaire entre des coachs plus souvent qu'autrement nord-américains, puis des marchés non traditionnels de hockey. Donc, on prend des coachs d'ici. D'ici, c'est comme je disais, c'est Québec, Canada, États-Unis. Ouais. Et puis, on les envoie dans des marchés vraiment non traditionnels, là, division 3, 4 ou pas de division dans la IIHF. Là. Dans l'association, la Fédération internationale de hockey sur glace. Ouais. Exactement. Dans le but, on va peut-être en parler après, là, mais dans le but de vivre une expérience humaine à travers le hockey. Ouais. Donc, autant dans le fond pour eux que pour les jeunes, d'une certaine manière. C'est... oui, mais c'est honnêtement, nos coachs en retiennent... Il y a beaucoup plus de bénéfices, en retire beaucoup plus que les kids là-bas ou les différents organismes communautaires au Kyrgyzstan. Tu sais. Parce que c'est ça. Juste pour donner un indice aux gens, vous n'en allez pas exactement là, en Suède ou en Finlande. Non. Vous allez dans des marchés, marchés, c'est pas le bon terme, mais dans des territoires de hockey non traditionnels. Puis là, tu en as nommé un, mais nomme quelques-uns des pays dans lesquels vous œuvrez parce que c'est probablement que personne n'aurait cru qu'il n'y aurait jamais du hockey qui se sont joués dans ces territoires-là. Nomme quelques-uns des pays. Oui, les Balkans. Donc, ça a commencé là aussi. Dans les Balkans, donc en Serbie, en Bosnie,
un peu en Hongrie, en Roumanie. On est en Grèce, on est en Islande, on est en Inde, on est au Kyrgyzstan, l'Ouzbékistan, en Thaïlande, ça on le sait, là, le nord du Canada, au Mexique, en Argentine, puis plein d'autres. C'est quoi l'endroit le plus funky où tu dis que Hockey Sans Frontières est allé, que tu fais, ouais, ça c'était le plus funky? Moi, j'ai pas encore dû à le statut OBNL et pas faire d'argent avec ça. J'ai pas eu la chance d'aller partout. Si je te parle, si je pense un peu, puis l'expérience des boys and girls, parce qu'on envoie les gars, les filles, je te dirais qu'en Inde, à Ladakh, c'est la place la plus funky. C'est pas coupe de jour, pas d'électricité, tu te laves avec ton seau d'eau. La glace, tu peux la faire aussi toi-même avec l'eau qui vient des Himalayas. Parce que c'est ça, il y a des photos, on peut voir sur vos comptes de réseaux sociaux qu'en Inde, vous jouez sur les hauts plateaux de l'Himalaya. Ouais. Patinoire extérieure, rivières glacées. Oui, on a déjà... On parle pas d'aréna, là. On parle vraiment de... Non, tu peux, comme je te dis... Non, je le mentionne parce que peut-être des gens assumaient qu'il y avait une aréna, mais non, là, on est en... Puis quand on parle, je le répète, là, non traditionnel, là, des fois, puis tu sais, on a des... Tu sais, on en fait beaucoup. On en fait beaucoup avec les moyens qu'on a. Mm-hmm. Si nous avions plus de moyens, on pourrait en faire plus, et pour nos entraîneurs qui partent, mais aussi pour les communautés. J'ai des places comme... Pour vrai, là, David, c'est, tu sais, le Kenya a été dans les nouvelles aussi dernièrement parce qu'ils ont construit ils ont une équipe maintenant nationale, ils ont construit une aréna. Tu sais, on est en pour parler avec eux autres. Tu sais, ça serait, aller en Afrique, ça serait... Mais d'ailleurs, il y a une vidéo là, que tu as sûrement vu passer, là, ils ont fait un stunt publicitaire, je pense que c'était Tim Horton. Ils ont fait venir une équipe du Kenya, puis ils les ont surpris avec Crosby puis McKinnon. Ouais, j'ai vu ça, c'est nébuleux, c'est brou, c'est pas tout à fait clair dans ma tête, mais oui. Puis, dans le sens qu'il y a l'air d'avoir un petit germe de hockey dans des endroits où les gens ne soupçonneraient pas nécessairement, là, tu sais. J'ai des... On est en contact avec des pays, je te dirais, sans les nommer, je vais me garder une petite gêne parce que je sais même pas si je peux te le dire, mais des pays pas super populaires dans le monde qui pour différentes raisons, qui veulent nous... Tu sais, qui veulent faire affaire avec nous autres. Puis nous autres, c'est pour ça qu'on fait ça un peu. On le fait, comme je te disais tantôt, on le fait pour les entraîneurs, pour l'expérience de vie que ça fait, l'expérience culturelle qu'on en retire. Mais aussi aller dans ces places... Ouais, j'en ai mis quelques-uns. Bosnie, Grèce, Turquie, Mexique, Ouzbékistan. 120 entraîneurs qui ont été envoyés dans 18 pays. Ouais, on est rendu au-dessus de 130. Le site web est pas... C'est ça, ça c'était, je pense que c'était il y a plus qu'un an. Ouais. Tu sais, en Bosnie, on parle que c'était dans une tente, la glace. En Grèce, c'était dans un hangar. Tu sais, ça donne une idée juste aux gens de... Puis comme on parlait de l'Himalaya tantôt. Mais revenons un petit peu au Hockey Sans Frontières, ce qui vous amène à amener des gars, des filles pour aller coacher. Qu'est-ce que ça fait de faire vivre ces expériences-là? En quoi ils reviennent transformer ces gens-là? Puis tu l'as vécu toi-même. Oui, ben moi, c'est ça. Je pense que de commencer avec de où ça devient, c'est là qu'il faut commencer, là, en fait. Absolument. Puis, mini parenthèse, tu as un parcours de hockey super intéressant qui explique aussi comment tu en es venu à Hockey Sans Frontières. On va y venir plus tard. Je voulais qu'on commence avec Hockey Sans Frontières dans notre jeu, mais après ça, vous allez voir, ça tout s'explique de soi. Thanks. By the way, thanks de m'avoir. Merci de m'avoir ici. Je suis pas dit en partant. Merci. Ça me fait vraiment plaisir. Ça fait plaisir de te recevoir. Dans ce parcours-là, atypique dont tu fais référence, j'ai joué en Serbie à un moment donné. Puis je me suis retrouvé là avec entre autres, 3 autres Québécois que je connaissais pas avant d'arriver là. Puis j'avais un joueur-entraîneur à la Reggie. Dunlop. À la joueur-entraîneur, Reggie Dunlop. Prends ta retraite, Dunlop! Vas-y, mais Fred,
Fred, il était pas prêt à prendre sa retraite. Fred, il a continué même après. Fait que j'avais Fred Perrone, qui était joueur-entraîneur. J'avais Marc-André Fournier, qui arrivait de... Il a joué en semi-pro, il a joué en Italie. Puis j'avais Dan Jacob, qui coach le Rocket. Oui, c'est ça, je te dire qu'il est un nom que les fans connaissent. Que les fans connaissent. Je me demandais si c'était le même, mais la réponse c'est oui. C'est oui. Ouais, Qui était à McGill. Ouais, c'est Dan. Grand Dan. Qui est, fait qu'on se retrouve, tu sais, Dan, puis on va l'appeler et Forns. Ça, c'est Fred? Ça, c'est Marc-André Fournier. On a tous des, hein? On a tous ces surnoms. Joueurs de hockey. Fait que, ouais, Dan et Forns étaient son meilleur ami depuis tendre enfance. Donc, c'était comme un trip pour eux, de boys, d'aller dans un pays comme la Serbie en 2006, qui était dans la marge, là. Puis qui l'a un peu encore aujourd'hui, un peu moins. Mais tu sais, qui est même aujourd'hui, qui n'est pas dans l'Union européenne, puis tout ça. Fait que, après quelques semaines, c'est important de dire ça. Après quelques semaines, on a eu un wake-up call en tant que foreigner, en tant qu'étranger, en tant que boys de l'Ouest, si on peut dire. Ouais. Il s'est passé un événement qui nous a fait réévaluer notre décision. On a fait les caves. Puis, on se les fait dire de façon assez claire. Je ne rentrerai pas plus dans les détails que ça. Ça, c'est quand vous étiez pro en Serbie. Oui. Oui, on a fait... on était... On dirait, j'imagine, ça implique de l'alcool, mais je ne sais pas pourquoi. T'es right on the money. Mais tu sais, tu sais, c'est pas... Puis honnêtement, c'est pas notre... on n'est pas... Des fois, t'as des bulles au cerveau. On n'est pas de même, ni l'un, ni l'autre, ni personne, mais on a été... Cette soirée-là, on est fait comme si on était à la maison. Ouais. Puis, ça n'a pas été accepté. Fait que là, ça en est suivi. Comment on vous a témoigné, comment on vous a fait comprendre que c'était pas accepté? On nous l'a dit clairement d'en face. OK. Je vais laisser ça à... Donc, c'était exprimé clairement. Clairement exprimé. OK. Vous êtes mieux de vous calmer, de réaliser vous êtes où dans le monde. Puis ça a été le wake-up call qui a fait, sérieusement, qu'est-ce qu'on fait? On va-tu... on reste-tu ici ou... On est-tu même bienvenu? Moi, je m'attendais, là, Fred, là, tu me dis que c'est du monde super chaleureux, puis c'est... Là, il se passe quoi, là? Puis là, ça n'a pas été... Honnêtement, ça a pris 48 heures de réflexion, puis vu qu'on n'est pas cave, quand même intelligent, tu sais, on est des boys, même à cet âge-là, conscients, puis capables de faire 1+1, on a fait, bon, on reste ou on s'en va? Puis, bon, l'histoire, tu sais, je suis ici à cause qu'on est resté. Puis c'est pourquoi qu'on est resté? C'est quoi qu'est-ce qui a fait? À ce moment-là, on a décidé, bon, OK, là, on a évalué, on est où? Qu'est-ce que je dois faire comme étranger pour participer activement puis pour m'intégrer à la communauté serbe? Fait qu'on a doublé down dans le coaching qu'on faisait avec les jeunes. On a appris la langue. On a une solide... sans rentrer... on a eu une solide dose d'humilité. Fait que, tu sais, on a appris la langue, on a appris les coutumes, on s'est intéressé, puis ça a pris... C'est un revirement de situation, là. Dans 2 semaines, on se faisait inviter par tout le monde. Aller au chauffeur de taxi. On était là, juste merci, s'il vous plaît. Tu sais, salut, ça va. Puis, tu sais, on se faisait inviter dans sa famille, là, au chauffeur de taxi qui nous a vus pendant 10 minutes. Tu sais, mais fait qu'imagine ceux alentours de la communauté, la sous-culture, la communauté de hockey en Serbie qui est très petite. C'est pas super populaire, le hockey. Je me doutais. Je me disais, pour moi, ils n'ont
Une équipe nationale. Non, Ouais. non. En fait, oui, ils ont une équipe Il y en a nationale. Ouais, une équipe malade. nationale. Ouais, je pense qu'ils sont division 3. Ah, Puis ça va yes. bien, là. Puis tout le temps, honnêtement, Fred, il était coach là, une couple de fois. Ouais. Dan il est allé aussi. On a d'autres coachs qui ont passé au travers de Hockey Sans Frontières, qui sont allés là, qui ont eu malade. du... Ouais, non, la communauté est comme partout, dans plein de sports, mais je connais le hockey. Fait que comme beaucoup de places dans le monde, la communauté hockey est tight, là. Fait que c'est ça. Fait qu'on, pour revenir à l'histoire, long story short, ça va bien. On a, tu sais, notre intégration, puis on a du fun. On a du fun sur la glace, dans l'entraînement, avec les boys, avec les kids, avec les parents, avec tout le monde qui entoure. Puis là, notre communauté grossit. Puis tu sais, Hockey Sans Frontières est venu, je vais toujours m'en souvenir, au mois de novembre, on est dans la grande place à Novi Sad, parce qu'on était à Novi Sad, la deuxième plus grande ville en Serbie. Puis il y a plein de cafés comme partout en Europe. Fait qu'on buvait un café, puis on a en short t-shirt à fin novembre, ces gars-là. On est mi-novembre, puis à l'heure qu'on enregistre, il y a eu une tempête là, dans les 2-3 derniers jours là, ici. Là. Ouais. Fait qu'on n'en revenait pas de notre chance, de qu'est-ce qu'on était en train de vivre, là, justement, que ça soit, oui, au premier degré ou OK, je suis en short au mois de décembre, c'est cool. Mm-hmm. Je joue au hockey en Europe, je m'entraîne, c'est ça ma job, c'est cool. Mais la partie aussi communautaire, culturelle, qu'on était là, man, je sais pas comment le dire, on le sentait, quasiment si on se sentait devenir ou changer ou se transformer in real time. Mm-hmm. Puis là, on s'est dit, c'est un peu ça la genèse, on s'est dit, comment que je peux aider du monde de chez nous à vivre ce que je suis en train de vivre en ce moment. Donc, je vais dire le bonheur ou l'excitation ou que de la découverte d'autrui. L'ouverture que je suis en train, les connexions, comment je peux faire vivre ça à quelqu'un comme on est en train de faire. Fait que c'est de là que c'est en 2006. C'est en 2006. Que ça a commencé à y penser. Comment qu'on peut faire ça? Ça restait de même. Le café est venu une bière, puis on a passé la soirée sur la terrasse. Mais tu sais, les années ont passé, puis c'est en 2011 qu'on a... Hey! C'est ça qu'on va faire. En fait, le capitaine de l'équipe nationale, Beau, lui, il est d'un petit village, Subotica, qui est comme à 1 heure au nord de la Serbie, qui voulait repartir son programme de hockey dans son petit village. J'ai besoin de coach. Nous autres, on connaît du monde ici. On va faire un appel à tous. Puis il y a 2 boys qui ont levé la main, Matt puis Craig. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Sur le fly. Mm-hmm. Pas enregistré, pas rien, mais c'est en 2011 que... Est-ce que Hockey en Frontières a comme commencé unofficiellement, si on veut? Fait que là, ça a parti comme ça. Vous avez envoyé ces 2 gars-là. C'est à quel moment que vous avez dit, OK, ben là, attends, on veut avoir un nom, on veut avoir un logo, on veut que ça soit... C'est là. 2011 aussi. Okay. 2011, ça a été... Parce que, c'est ça, c'est un OB. Tu sais, on a toute une job qui nous prend 40 heures ou plus par semaine, plus la famille. Fait que c'est... Déjà, tu le sais, là, quand t'es ta propre entreprise, ça prend du temps, là. Ça prend... C'est ça. Ça prend du temps, puis de l'énergie, puis tout ça. Fait que... Puis quel est le retour des gars que vous avez envoyés, que ce soit Matt Craig et les coachs à travers les années? En quoi ils reviennent transformer? Qu'est-ce qu'ils vous disent le plus? Oui, ça c'est une bonne question. Qu'arrêtons de se prendre au sérieux. Ils vivent une expérience pas à l'opposé, mais vraiment différente de ce qu'on a vécu ici, de l'organisation, de la pression, du stress que le sport organisé peut engendrer. T'sais. Fait que c'est ça, mais il y a plein... Reconnecter avec le plaisir dans le hockey, dans un contexte aussi de découverte culturelle puis d'immersion dans une société puis une communauté qui est extrêmement étrangère peut-être à celle d'où ils viennent. Puis quand tu sais, c'est pas la même... à un moment donné, quand tu te fais accepter par l'autre, en étant toi-même, mais en étant ouvert à l'autre, c'est là que la magie de la connexion entre différentes cultures et différents pays, c'est là que tu as une dose d'amour que t'as, ou t'as
t'as une définition de l'amour que t'as pas connue. Est-ce que ça a changé? Tu sais, toi, tu reviens ici après, tu habites au Québec. Tu sais, le Canada, c'est une terre d'immigration. Ça l'a toujours été. Ça fait partie de notre identité. Est-ce que tu as un regard différent sur les gens, par exemple, qui viennent vivre ici, ayant vécu l'expérience à l'étranger? Je le sais pas. Je peux pas te dire que mon regard était différent. Consciemment. Ouais, mais je peux pas te dire comment j'étais avant. En fait, parce que j'aime croire que j'ai toujours été ouvert. Là. Mais suite à ça, quand je rencontre quand il y a quelqu'un, un étranger, que ce soit pour un voyage, une visite, un immigrant qui veut s'installer ici, puis si je rencontre un Serbe ou un Français, je veux dire, j'ai joué en France aussi, même j'ai habité à Strasbourg. Moi, je suis prêt à faire n'importe quoi pour faciliter leur vie ici, leur intégration ici. Je suis là, puis je suis à... C'est ça, tu comprends ce que je peux pas te dire comment, si je suis différent, pas différent, mais je peux te dire ce que je suis là. Puis c'est sûr, c'est à cause... Je le sais. En fait, il y a avant de rencontrer Fred, puis après de rencontrer Fred dans ma vie. Il y a avant 2006... que je pense que je suis un bon gars. Puis après 2006. Ou tu as ouvert d'autres horizons. Ou que d'autres... C'est d'autres réalisations, c'est ça. C'est d'autres horizons. On est différents, mais tellement pareils. Puis ces gars-là, en Serbie, j'ai joué 1 an. J'ai joué 1 an là avec les kids qu'on coachait. J'ai encore du... Tu sais, je fais des posts, puis je suis très pas... Réseau social. Ouais, je poste pas grand-chose, là, mais si j'ai le mal... Excuse-moi, malheur de poser quelque chose, de poster quelque chose. Cette semaine, Sergeant, il m'a réécrit parce que c'est ça, je vends du vin dans la vie, là, fait que j'ai posté de quoi de la grande dégustation, puis il m'a texté, il dit là, c'est-tu la rakia, ça? C'est quoi? Ah non, c'est du cognac. La rakia étant? La rakia étant de... C'est le drink local? Ça, c'est le drink. Dans les Balkans, puis même slave, qui a différents noms, qui est de la Slivovica aussi, que tu croate, je pense, ou même ou tchèque. Puis en Serbie, ça s'appelle la rakia. Donc, c'est une eau de vie très haute en alcool, fait à partir de fruits, qui est la plus populaire, qui est c'est le coin, je crois, en français, le fruit jaune. T'as de la prune, de l'abricot, puis tout ça. Puis chaque famille a sa recette. Là. Chaque grand-papa a fait ça dans son garage ou dans son sous-sol. C'est de la bagosse. C'est pas... Puis pour n'avoir bu quand même pas pire, là, t'as comme pas de hangover le lendemain. C'est tout... C'est ça qui fait que tu l'avais échappé la première fois quand... C'est entre autres... Ça a fait partie de ça. Du cocktail. Ah, ça fait partie du cocktail de la soirée. Oh, on prend une petite pause de l'épisode pour le segment Les Originaux Valentine, dans lequel je vous fais part d'histoires, de fun facts d'histoires d'origine reliées au hockey. Et aujourd'hui, elle a une petite saveur. Peut-être qu'il y en a des plus anciens vétéran fan de Dread sur le Tape qui se rappelle du Pro Shop culturel. Il y a une saison, j'avais fait ça toute la saison. Je donnais des suggestions culturelles reliées au hockey. J'avais intitulé ça le Pro Shop culturel. J'étais un peu un pusher culturel de choses reliées au hockey, que ce soit des livres, des films, des séries, des œuvres d'art, peu importe. Et la thématique d'aujourd'hui avec Joe, c'est-à-dire le hockey, mais dans des contextes autres dans le monde, m'a inspiré un petit Pro Shop culturel édition hockey à l'étranger. J'ai 2 choses à vous suggérer aujourd'hui. D'une part, un ancien. Non, dans le sens est-ce qu'on peut dire d'un film qui est ancien? Un film qui a plus de 50 ans. Voilà, un film qui a 52 ans au moment où j'enregistre ceci. Un film de l'ONF qui est disponible gratuitement en ligne qui s'appelle Thunderbirds in China. Alors que Thunderbirds, c'est le nom de l'équipe de hockey de l'université UBC, University of British Columbia, en Colombie-Britannique, qui sont allés faire une tournée de hockey en Chine en 1974. Donc, c'est une rencontre entre l'Est et l'Ouest. Il y a plusieurs
niveau de lecture de la chose. C'est assez intéressant, c'est comique par moments, vraiment intéressant aussi dans le climat politique dans lequel était la Chine à ce moment-là, en genre de transition. Donc bref, c'est disponible gratuitement en ligne. Je répète, ça s'appelle Thunderbirds in China. Allez regarder ça, c'est un long métrage qui est moins d'1 heure et qui est très, très intéressant. L'autre suggestion du ProShop culturel, c'est un livre qui s'appelle Tropic of Hockey, qui s'appelle My Search for the Game in Unlikely Places. Ça ne pourrait pas être plus à propos. Même que le National Post a dit de ce livre-là que c'était un des meilleurs livres écrits sur le hockey depuis The Game de Ken Dryden. Je ne l'ai pas personnellement lu encore, mais c'est un livre dont je me fais beaucoup, beaucoup parler. L'auteur, c'est Dave Bidini, qui est un musicien canadien, qui est aussi writer, qui a fait plein d'affaires. Si jamais la thématique du hockey dans des endroits, je ne veux pas dire orthodoxes, mais étonnants, tel ce que Hockey sans frontières fait, d'une certaine manière. Il se promène dans le monde. Eh bien, Thunderbirds in China d'un côté et Tropic of Hockey, le livre de Dave Bidini, sont des choses qui pourraient vous intéresser. Allez, les amis, c'était le segment Les Originaux Valentine. On retourne à l'épisode. Ben, je pense qu'on va reculer un peu dans l'histoire de ton parcours parce que je pense que ça explique un petit peu de voir d'où tu viens. Je pense que ça va expliquer où tu es allé et où tu t'en vas. Jonathan Gauthier, si on regarde sur Elite Prospects, il y en a plusieurs. Ouais. Il y a beaucoup de Jonathan Gauthier, c'est quand même un nom classique québécois. Toi, tu es celui qui a été repêché, corrige-moi si je me trompe, premier choix au total dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec. La première année de l'histoire de la franchise du Dracard de Bécomo. Ouais. Par le Dracard de Bécomo. Ouais. Est-ce qu'on parle de 97? 97, exactement. 97. Donc, premier choix total, repêchage. 96, c'était pas Jean-Étienne Drapeau, l'année d'avant? Ah non, c'était Joe Girard. Non, c'était une coupe d'année avant. 96, c'était été repêché par les Canadiens. 96, j'ai joué un flash parce qu'il était venu au podcast, Étienne Drapeau, puis c'était un premier choix total, mais je pense que c'était une coupe d'année avant. Une coupe d'année avant toi, oui. Ouais. Fait que t'es le premier choix total dans la Ligue de hockey junior majeure à cette époque-là du Québec, par le Dracard de Bécomo à leur première sélection, dans le fond, de leur histoire. Ever, ouais. Toi, t'es un gars à ce moment-là de la région montréalaise. Ouais. À Laval. Ouais. Pardon, ouais, exactement, de Laval. Parle-moi un petit peu de ça parce que tu as parlé du sérieux, tu as parlé de, on le sait, le hockey organisé, puis surtout là, quand tu arrives dans le junior majeur, ben là, ça devient plus sérieux, c'est quand même une business. Ouais. Tu es le premier choix total. Ouais. Parle-moi un peu de la pression que tu as vécue, comment tu l'as vécu, ton parcours hockey. Ouais. Junior. OK. On a combien de temps déjà? C'est ça qui est le fun, c'est un podcast. C'est un podcast. Ce parcours-là a jamais été pensé et a jamais même été probablement réalisé, sauf après l'avoir fait. Like after the fact. Genre, après coup. Après coup. Ouais. Check bien ça. On va faire pas du name dropping, mais je trouve ça assez débile mental que je me suis fait drafter, repêcher dans la même année avant Mike Ribeiro puis avant Brad Richards. Donc c'est la même année. C'est la même année. Je trouve ça... mais même dans ce temps-là... C'est ça que j'allais dire, tu sais, les gars changent beaucoup à travers les années. Est-ce qu'en 97, tu trouvais ça aussi... est-ce que les gars étaient déjà aussi forts? Je me souviens, là... je me souviens d'RDS qui me... Tu sais, il y a tout le temps une liste qui sort avant le coup. Là. Je me souviens d'RDS qui me posait une question sur comment je vois ça, comment, tu sais, là, je suis rendu listé premier dans cette liste-là de la LHJMQ. OK. Comment je trouve ça, puis je me souviens, je dis, ben, c'était tout un... Je me suis... j'avais joué une cassette, là. Cassette de joueurs de hockey qui essayait de dire des affaires, mais je me souviens que j'avais dit, c'est comme bizarre que je sois avant Mike, là. C'est comme... Il était déjà tellement fort, mais il y a déjà cette réputation-là qu'on y connaît, qui, by the way, je l'ai rencontré plein de fois, là. D'ailleurs, tu sais, au draft, quand les Canadiens, c'est un sale bon gars, là, Mike. Puis, mais tu sais, il y avait cette réputation-là. Plus slacker. Déjà à ce moment-là. Qui a lui-même confirmé là, dans la Ligue nationale. Ben oui, mais tellement très talentueux. tellement smooth, tellement, tu sais, ça avait,
sais, ça avait pas... Guy Boucher, qui a coaché dans le junior majeur, Sidney Crosby, Ouais. avec Rimouski, quand il s'est fait demander c'est qui le joueur le plus talentueux que tu as vu dans le junior majeur, le monde s'attend à ce qu'ils disent Crosby. Puis la réponse à Guy Boucher, c'était si vous voulez qu'on parle de talent pur, juste de talent pur, Mike Ribeiro avait du talent qui sortait par les pores de peau. C'est fou. Pas la même éthique de travail que Crosby, Non. mais en termes de talent, Mike Ribeiro, c'était quelque chose. Là. Ah non, c'était fou. Je me souviens, puis je me faisais tu sais, bon, au fil des matchs, je me souviens quand on jouait contre son équipe, qui était Montréal-Bourassa dans ce temps-là, je me souviens que j'allais, OK, là, c'est parce qu'il me fait... C'était Pascal Vincent, mon coach. Ah! Fait que ça, c'est cool. Ben oui. Side, tu sais, parenthèse. Ben oui, parlons-en. Que Pascal Vincent coach avec mon meilleur chum, Dan Jacob. Pascal qui a été, tu sais, c'est ça. Midget 3, t'as comme un coach de carrière. Tu sais, c'est là qu'on commence peut-être à avoir des coachs de carrière. Là. Ouais, oui. Pascal commençait, je pense que c'était sa 2-3e année. Fait que je savais que Pascal me mettait ma ligne contre la ligne à Mike, puis c'était tout le temps. Là, je me faisais OK, faut pas qu'il score, faut choisir. C'était défensivement, c'était ça c'est à ça je pensais en premier. T'sais. Fait que tu sais, c'était ça mon. Tu vois, je te dis ça pour t'expliquer un peu le mindset que j'avais de. Quand je jouais contre Mike, j'étais pas, je vais le traverser. Je vais le traverser offensivement. C'était là, non, il faut que je limite ce qu'il est capable de faire sur la glace. Il y avait l'ascendant sur toi, c'est ça que tu essaies de dire. Sur tout le monde. Sur tout le monde. C'est tellement. Il a joué de ce qu'on a vu, ce que tout le monde a vu dans le show. C'est de la copier-coller. Ça n'a jamais pas été ça. Si tu le vois, tu fais je pense que les patins sont pas attachés. Ouais. Oups, il y a 3 passes. Ouais, exact. Ouais, puis tu le voyais. Tu sais, des fois, t'as des gars qui ont des points, mais Mike était flashy aussi. Là. Tu le voyais toujours. Il y avait tout le temps des points, puis tu le voyais. Puis c'est pas parce qu'il était physiquement imposant. C'était pas le plus gros. Là. Ben non, pas du tout. Là. Ben non, pas du tout. Fait que, longue aparté sur le... C'est quand même fou de ça. Fait que, puis je vais t'expliquer de quoi d'assez débile aussi. D'autres. Fait que je suis sur cette liste-là de la JMQ. Je me souviens plus combien, avant les séries éliminatoires Midget 3. Je suis pas premier à ce moment-là. Je sais pas, je suis entre 5 et 10, là, je sais pas. Puis les séries commencent, puis on a une bonne équipe. On a fini, je pense, premier. On a une très bonne équipe, on est très bien coachés. Puis on gagne en 7 matchs contre Lac-Saint-Louis en ronde 1, en 2e période de prolongation. Je pense que c'est Andrew McKay qui score le but en prolongation. Très bon nom de hockey. Très bon nom de hockey. Un espèce de bon Jack aussi. Puis, mais moi, je me suis blessé au premier match. À la 2e période, premier chiffre, l'épaule. Une liste de blessures et de blessures à l'épaule. C'est la première fois que je me blesse, puis je me suis blessé. À l'épaule. À l'épaule. Et... C'était le début d'un problème. Là. Ouais. OK. Puis, fait que je joue pas. Puis j'ai eu un but, une passe tu sais, c'est ça, là, en 4 périodes. Là. Ça allait bien. Là. Puis on gagne en 7. Puis après ça, on joue en 2e ronde contre Montréal-Bourassa. Puis on se fait dominer, on perd en 5. Est-ce que tu jouais là ou non? Non, toujours pas. Puis suite à cette défaite du Laval-Laurentide-Lanaudière, les Régents, je suis tombé premier. Les gens du hockey, c'était le bon, Joe, en tout cas, c'est ce que j'ai entendu. Là. C'est-tu vrai, c'est pas vrai, mais fait que Joe il est tellement important dans l'équipe que OK, comme ça donnait la valeur que ça m'a donné de la valeur. OK, comme par soustraction. Ouais. Le fait que tu n'étais pas avec l'équipe était à ce point-là moins forte. Donc, ça t'ajoutait de la valeur comme à la négative. Sans jouer, tu as pris de la valeur. C'est ça qui est drôle. Oui, c'est ça qui est fou. Puis je vais te dire de quoi aussi, tu sais, full disclosure de tout, là. Je vais me réinstaller comme il faut sur mon siège. C'est même parfait. Puis parce que, à cause que tu me poses la question sur la pression, un peu avant ça,
Donc, je te dirais, après le match d'étoiles qui est en février, je pense, dans le Midget 3. Puis c'est là que pour la première fois, je me rends compte, avant ce moment-là, là, moi, le junior majeur, moi, je joue à Ligue nationale depuis que j'ai 5 ans, depuis que j'ai commencé à patiner. Mm-hmm. Mais l'ampleur de ce que c'est, puis de l'entourage, puis de ce que, tu sais, ça a été juste après. Quand le nom, puis là, quand mon nom était plus souvent dans les journaux, puis là, justement, ces listes-là de la JMQ qui sort, puis tout ça. Puis là, c'est comme, wow, OK, là t'es les entrevues autant du journal local que Journal de Québec, que Journal de Montréal, que la pratique. C'est OK, là, c'est ça je veux, c'est quoi, puis c'est gros, puis là, il faut que je performe. Mais là, il faut que je performe. Je suis capable de performer comme les attentes de tout le monde, puis tout ça. Puis moi, tout ce que je connaissais, tout revient tout le temps à Laval. Moi, je connaissais, mon père, il coachait du hockey. Il m'a jamais coaché, mais il coachait parce qu'il aime ça. Puis il a coaché Martin Saint-Louis et Éric Perrin, que tu connais. Les deux petits gars de Laval qui ont toujours joué ensemble. Qui ont fait la pluie et le beau temps. Puis ça n'a pas été une exception cette année-là que mon père les a coachés. Fait que mon idole a toujours été Martin. Puis dans le temps que j'étais Midget 3, il jouait au Vermont. Ouais. Fait que moi, tout ce que je voulais, c'était de faire comme lui. Puis je voyais les films américains de la NCAA, je voulais vivre cette vie-là. Mais à ce moment-là, tout le monde te dit la façon la plus rapide d'aller dans la Ligue nationale, c'est de jouer junior majeur. Puis si t'es repêché premier, ben là, c'est célèbre, là. Tu vas être repêché, c'est sûr que t'es repêché à la Ligue nationale, puis tu vas être millionnaire, puis... fait que plus tard, beaucoup plus tard, j'ai réalisé tout ça. Sur le coup. Sur le coup, mon gut feeling, c'est aller pour les Catamounts du Vermont. Puis même que c'est la seule université qui m'a contacté. Puis c'est parce que j'imagine que les autres, c'est bon, il va être repêché. Il viendra pas. Québécois, il va être... Mais connaissant Martin et son père, ben j'ai fait un tour là-bas avec eux autres. J'ai vu le campus puis tout ça. Puis ce que je voulais faire, c'était ça. Mais il y a d'autres choses. Puis c'est pas la faute à personne. C'est juste tout le monde tout le monde aux alentours, les chums, les parents, les médias. L'influence ambiante. L'influence qui était pas... Personne me disait, fais ça. Mais tu comprends que... plus tard, j'ai compris que... j'aurais dû, mais pour la première fois, T'as 16 ans aussi, là? T'as 16 ans. Je veux dire, fait qu'après ça, là, pour revenir à la pression, je savais pas par où commencer. J'étais overwhelmed. Dès que t'as été repêché? J'ai repêché, syndrome de... Justement, repêché avant Mike. Avant, Brad Richards, je le connaissais pas dans ce moment-là, mais j'étais comme... Quand j'ai Pascal, pour revenir au Midget 3, au début de l'année, je voulais faire le Midget 3. Je m'attendais pas à faire le Midget 3. Mais apparemment, que c'était un sure shot. Puis, je me souviens, il est venu dans... Pascal, presque la première fois qu'il m'a adressé la parole, c'est venu dans le coin de la bande, tape ses fesses de hockey, puis tu fais l'équipe, le gros. C'est comme... je m'attendais pas à ça. Je suis gros. Non, c'est pas vrai. Y a-t-il quelque chose par rapport à ton évaluation de toi-même par rapport à la valeur que toi, tu t'attribuais, ton auto-évaluation versus ton évaluation des autres? Y avait-tu une certaine distorsion à ce moment-là aussi? On dirait, entre ce que... mettons, toi, tu disais, je pense pas faire le 3, puis lui, il fait beau et facile. Je pense que poser la question, c'est aujourd'hui, c'est répondre. J'étais le seul qui voyait pas ce que les autres voyaient, dans le fond. Ouais. Surtout... Moi, je jouais au hockey, j'aimais ça, puis à un moment donné, je suis venu overwhelmed à cause de cette distorsion-là. Parce que j'ai parlé à d'autres mondes encore aujourd'hui qui sont encore dans le hockey, qui m'ont suivi à ce moment-là, dont Marcel Patnaud, qui est pour Hockey Québec encore aujourd'hui, qui est directeur de l'excellence des entraîneurs ou quelque chose
comme quelque chose comme ça, qui me l'a dit, tu sais, voyons, Joe, t'étais fort, là. T'étais pas... T'étais pas... Mais c'est ça, c'est probablement cette distorsion-là. Fait qu'aussitôt que j'ai été drafté premier, puis c'est à ne pas faire ce que j'ai fait, ben en fait, j'ai pas fait exprès, là. Mais le mindset que... Puis là, je suis super... Tu sais, j'ai pas su ça avant bien des années plus tard. Mm-hmm. Mais ce que j'ai pensé, c'est... OK, fait que ça veut dire que là, je suis drafté premier. Ça veut dire que dans 2 ans, là, je vais prendre... Au pire, je vais drafter comme 4, 5e ronde. Je sais, ça va vraiment pas bien, là. Puis tu sais, je vais signer un contrat d'entrée, puis de bonus, je vais avoir une couple de centaines de mille. De côté, comme ça, j'ai pas à me stresser de cash, là. Ça, c'est ce que tu t'es dit quand tu Hey t'es man, c'est pas ça, faut que t'ailles, là. C'est pas le mindset de quelqu'un qui veut exceller. Là, c'était quelqu'un de... Ben, en fait, c'est le mindset. Je pense pas que c'est ça. Je pense que c'est plus quelqu'un qui est shaké plus que... Mm-hmm. C'est un point de vue extérieur au lieu d'être dans tes souliers. Oui, exactement. Ouais. Puis ça a commencé de là. La pression que j'ai été overwhelmed. Après ça, c'est comment je peux être meilleur. C'était comme... Et j'essayais. Et j'avais le numéro 67 à Bécomo. Puis, il faut dire que mes G3, j'avais le 66, mais c'est parce que je voulais... En tout cas... Être Mario, non? Genre, je voulais le 88 finalement, mais là... Endros. Ouais, mais c'était une affaire de qui veut quel numéro, puis là, c'était du pigeage. Puis je trouvais j'allais comme avoir le 34 ou le 66 qui restait. Fait que je suis parti avec le 66. Là. Austin Matthews n'était pas à mode à l'époque. Non. Fait que, non. Fait que t'avais le 67 à Bécomo. Fait que j'avais le 67 à Bécomo. C'est même pas... C'est un autre gars qui me dit « Hey man, t'avais le 66 quand... Pas le 67. » Quand tu sais, un one step, tu sais, tu vas être un échelon de plus, prends le 67. Puis quand tu iras dans le pro, tu pogneras le 68. Puis oui, Jagger jouait là, à ce temps-là. À ce moment-là, ouais. Puis, jouais-tu? Ouais, il jouait. Ouais, à 87. Ouais. Puis, fait que tu sais, j'ai pas choisi mon numéro. J'essayais de mettre mes patins comme Mike, ou j'essayais de patiner comme l'autre. Je me suis dit, lui, shot, au lieu de... Puis ça, c'est un gros conseil, je me fais demander par, ben, soit les entraîneurs, ou, tu sais, à cause de mon parcours, il y a du monde qui me pose des questions, que ça, dans n'importe quel sport, qui ont des kids, c'est quoi le conseil que tu donnerais? Puis j'ai dit, le premier, c'est, excuse-moi, c'est là, sois authentique. À toi, t'es là pour une raison, tu fais le sport parce que t'aimes ça, puis t'es au niveau que t'es, à cause de tes aptitudes que t'as, sois authentique, essaye pas d'être personne d'autre. Puis c'est ça que j'essaie. Double down sur tes aptitudes au lieu d'essayer d'avoir celles des autres. Oui, ça veut pas dire travaille pas sur tes faiblesses. Ouais. Ça veut dire reste toi-même, puis ça, j'ai fait tout le contraire. Rappelle-toi qui t'es, puis qu'est-ce qui t'a amené là. C'est ça. C'est ça que c'est... Fait que, tu sais, tout ce que je te raconte là, c'est pas c'est pas une recette gagnante. Non. Fait que comment s'est passé ton parcours junior? J'ai joué mon premier match contre shout-out à Mathieu Chouinard. Les goalers? Oui, à Shawi. Puis j'ai scoré à mon comme deuxième chiffre, là, première période. Là, en breakaway, essayé de sortir. Je me souviens pas beaucoup de goals, là, mais je me souviens de mon premier puis mon dernier goal junior. Puis il a essayé de faire une sortie parce que la rondelle, fait qu'il était rendu presque plus loin que les hash marks, bloqué dans le slot. Puis je l'ai flippé juste en haut. Puis j'avais flippé en haut de lui, j'avais un filet désert. Puis j'ai lancé, puis je me souviens d'être arrivé au banc. Puis je me suis dit, waouh, ouais, c'est bien parti, mon gars. C'est un de 40, là. Ouais, c'est ça. Puis la prochaine fois que j'ai scoré, c'était au mois de novembre, là. Tu sais, je te dis, la game était au mois de septembre. Ouais. Fait que, ouais. Puis t'as joué combien d'années? T'as-tu fait ton parcours junior au complet? 4 ans? 5. 5 ans? Un under-over, comme on appelle dans oui, les dans le joueurs de jargon. 20-21. Ouais. Est-ce que tu as été repêché en Ligue nationale? Non. J'ai fait un camp de développement à Montréal, à 19 ans, canadien, qui était aussi, c'est un rêve. Ça, c'est un rêve. Fait que ça, c'est cool quand même. C'est cool. D'ailleurs, j'étais avec Mike Ribeiro, wow. Là, avec plein de... c'est Commissarek qui était là. Ouais. T'as-tu gardé l'équipement des Habs de cette... J'ai juste gardé une petite serviette blanche qu'il te donnait après le... Il donnait pas un casque? Il donnait pas... Non. Il donnait pas l'équipement? Ah non, on couchait dans le dortoir. À ce temps-là, dans ce temps-là, en 2000, 99-2000, on couchait à McGill dans les dortoirs. Ah! Ouais. C'était pas...
Mais j'étais tellement content Ben oui, d'avoir c'est ça. un per diem aussi. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Un petit per diem pour Ouais. t'acheter un sandwich. Ouais. Puis, fait que dans le fond, ça, fait que t'as fait ton parcours junior complet, pas Ouais. repêché. Fait que ton plan, j'imagine, de ce que tu pensais 4-5 ans avant a changé. Qu'est-ce que tu retiens de ces années-là junior, tu sais, sur un peu l'impact que ça a fait sur ta personnalité, tu sais, au-delà du hockey, ta confiance, sur ton développement de personnalité, parce que ça reste que tu es un ado, là. Tu rentres là à 15-16 ans, tu sors à 20. 20, ça reste quand même très jeune, là. Ultimement, tu es ultimement en fin d'adolescence. Quel impact ça a eu sur ta personnalité? Parce que là, tu as le recul peut-être de voir. Puis je trouve que c'est super important. Puis il y a beaucoup de joueurs que c'est comme ça. Là. J'ai eu d'ailleurs une discussion hier avec un de mes coéquipiers, qui justement, Midget 3. Puis c'est venu sur le sujet. En fait, je parlais que je venais ici aujourd'hui. Puis là, une discussion s'en est suivie de 45 minutes. Là. Qu'on est beaucoup, puis il y a un lien avec Hockey Sans Frontières plus tard, là, mais on est beaucoup qui ont, je vais utiliser le mot traumatisé par ces années-là. Puis parce qu'on n'avait pas les outils pour dealer avec justement cette pression-là. Ou même, puis tu sais, je connais des boys, là, ils ont des postes aujourd'hui, tu sais, dans le monde de la business, comme incroyable. Des directeurs, des vice-présidents, des présidents de compagnie, tout ça. Puis si je veux parler de ça, et on veut pas me parler de ça. Parce que je veux pas ouvrir ce tiroir-là. Je veux me rappeler des bons souvenirs de mon passage junior. Mais je veux pas me rappeler de comment j'ai été déçu, de comment j'ai un sentiment d'échec. D'échec. De pas avoir fait la Ligue nationale quand on sait que peut-être 1% de nous qui l'atteignons. En junior majeur, je pense que c'est quelque chose comme 1% qui vont jouer un certain nombre de matchs. Un certain nombre de matchs. Donc, c'est ça. Est-ce que tu t'es remis de ça, ces années-là? Je m'en ai remis, mais des années plus tard. Des années plus tard, parce que j'ai pas voulu faire face à ça. Tu sais, j'ai juste pas voulu faire face à ça. Avant, je te dirais, dans ma trentaine. Comment tu penses que tu as réussi à digérer cet épisode-là? En travaillant sur mon estime de soi, qui est constant aussi. Qui est un travail de vie. Ouais. Puis en allant chercher de l'aide. Là. Ouais. En allant chercher de l'aide, là, puis c'est pas... c'est une bonne chose. Ouais, je suis content. Je suis content parce que je suis content dans la vie, aujourd'hui. Tu te réveilles heureux le matin? Je me réveille heureux, ouais. Il y a eu longtemps où ça me tentait... Pas que ça me tentait, tu sais, c'est pas si noir. Pas de dépressif, mais Mais tu sais, je flirtais là, avec la dépression. Là. OK. Tu penses que c'est relié à... Je pense que c'est relié à plein... Ton parcours? Entre autres, au parcours de hockey. Puis plus deep que ça peut être relié aussi à la jeunesse. Là. D'autres choses qui seraient arrivées, qui sont arrivées dans ma vie que t'as pas en tant qu'enfant. Ouais. Mais tu sais, c'est... D'avoir fait le travail, puis aujourd'hui d'avoir des outils qui me permettent un peu de me calmer ou juste de... Et je pense aussi qu'on en parle plus même dans le monde du hockey, de l'aide psychologique aussi aujourd'hui. Là, en 97, je veux dire, t'étais étampé fou psychiatrique si tu voyais un psychologue, alors qu'aujourd'hui, je pense, les équipes ont des psychologues sportifs pour aider les gens. Ben oui. Puis là, il y en a pour les adultes, imagine à quel point ça peut être utile pour des jeunes. Ben oui. En Puis développement. C'est ça. Puis comme tu dis, en ayant ça, les jeunes sont plus à l'aise justement de hey man, ça va pas là. Là, justement, tu sais, je peux-tu. Ouais. Qu'est-ce que je peux faire?
Faut-tu que je parle? Faut-tu que t'as-tu des. Qu'est-ce que je parle à quelqu'un? T'as-tu un outil? T'as-tu quelque chose? Des ressources. Ouais. Vous écoutez les péripéties de Jonathan et vous vous dites, moi aussi, j'aimerais ça jouer au hockey ailleurs dans le monde, dans des endroits funky où je ne pensais jamais jouer au hockey. Eh bien, ça tombe bien. Destination Hockey, là, pour vous, les amis. Oui, une compagnie québécoise qui se spécialise dans les voyages de hockey organisés. Si ça, c'est pas beau, la destination de votre choix, ça peut être l'Europe. Ça peut être, écoutez, ça peut être aux États-Unis, ça peut être au Canada. Vous n'êtes pas obligé d'aller loin. Hein? Eux, ils sont là pour vous servir, vous trouver le tournoi qui est sur mesure pour vos besoins. Ils s'occupent de tout. C'est vraiment absolument clé en main. C'est très simple. Commencez à organiser votre voyage dès maintenant en vous rendant aux destinations au pluriel, destination avec un S, hockey.ca. Je vous rappelle, destinationhockey.ca dès maintenant. OK, de retour à l'épisode. On parlait de tout ce que j'ai noté parce que ça ouvre une parenthèse vraiment fascinante. Ton père qui coachait Martin Saint-Louis, donc tu avais une certaine relation, tu dis, qui t'ont permis même d'aller visiter à l'Université du Vermont, qui est un parcours atypique à l'époque. Là, Martin l'a souvent dit, il a joué universitaire parce qu'il ne voulait pas de lui dans le junior majeur, ultimement. Alors qu'aujourd'hui, beaucoup choisissent l'NCAA par-dessus, la ligue genre maritime du Québec aujourd'hui. Ouais. Parle-moi un peu de Martin Saint-Louis à cette époque-là. C'était quoi ton souvenir de ce gars-là? Parce que c'est drôle d'avoir connu quelqu'un qui aujourd'hui est un Hall of Famer puis tout ça, mais à 17, 18, 19 ans, 20 ans, c'est quoi ton souvenir de ce gars-là à cette époque? Moi, je vais dire mon souvenir, puis c'est ça, j'ai pas une bonne mémoire des faits, mais j'ai une bonne mémoire de comment que les gens m'ont fait sentir. Mm-hmm. Puis, c'est la même chose avec Pascal, pour le Midget 3. Avec Martin, je vais te dire qu'il est pas mal, puis ça, je connais ses parents, je connais son père, tu sais. Puis à ce moment-là, ben Martin était plus pareil. Il était juste, mon souvenir, là, c'est que moi, j'étais le waterboy. On a comme 6-7 ans de différence, mais à cet âge-là, à 13, 14 ou 15, 15, ben c'est ça, j'ai 8 ans, fait que ce age gap, là, ça paraît, là. Fait que je suis le waterboy qui trippe sur Éric Perrin puis Martin Saint-Louis, là. Puis comment que je me souviens, c'est que c'était super généreux, qui m'accueillait avec moi, qui me faisait pas sentir, c'est ça, c'est juste ce sentiment-là. J'avais pas l'impression que c'est ça qu'on voit dans les médias. Ce qu'on voit de lui, c'est dans les médias. T'sais. Fait que l'honnêteté ou l'authenticité dans son discours, c'est ça que j'avais, c'est ça que je me souviens, puis c'est ça comment qu'il me faisait sentir quand j'étais kid. Il me faisait sentir comme je faisais partie de la gang. Je remplissais les gourdes. Puis est-ce que tu te souviens de la visite à l'Université du Vermont? Je me souviens comme quoi que j'étais impressionné par l'aréna, par l'école, par les bâtiments. Je me souviens qu'à la game, je sais pas si c'est dans beaucoup d'établissements, mais je me souviens que quand l'équipe adverse embarquait sur la glace, on avait le roster des deux équipes, avec l'alignement des deux équipes en papier qui allait sur la glace. Puis quand l'autre équipe embarquait ou que le roster l'alignement partant se faisait nommer, je sais pas, dans ma tête, c'est 2000, c'est peut-être plus que ça, là, mais l'aréna remplie au complet avec le papier qui shakeait là, tout le quand l'autre équipe. Ça aussi, j'avais trouvé ça très cool. Mais non, encore une fois, c'est ça. Il me parlait comme si comme j'étais égal. Tu parlais de Pascal Vincent. C'est quoi ton souvenir de Pascal Vincent comme très jeune coach à ses débuts? Oui, très jeune coach. Je me souviens d'une couple d'affaires. Je me souviens en fait, pas le plus important, mais ouais, le plus important, c'est que je vais revenir au discours que j'avais plutôt sur autre chose, c'est qu'il me faisait sentir comme si comment j'étais comme joueur puis comme gars, c'était parfait. Tout était OK, man. Il y avait avec moi, puis il était quand même pas il était quand même pas sévère, mais il nous tenait accountable. Responsable de tout. Fait que il n'y avait pas de demi-mesure. Là. Si tu te pognais le derrière,
il va pas te crier après, mais tu vas le savoir. Mhm. Si ça va pas bien, il va te garder sur le banc. Il y avait pas de, tu sais, même à la première ligne, on n'avait pas de faveur. Pas de là. passe-droit. Là. Pas de passe-droit, là. Puis ça, je pense, je trouve ça super important dans un club, là. Être responsable. Être juste, en fait, avec les joueurs. Ouais. Oui. Fait que, tu sais, il me faisait sentir comme si... Tu sais, moi, j'ai jamais... Comme joueur, tu me l'as pas posé la question, mais je vais te le dire. Vas-y. Comme joueur, moi, j'ai jamais eu la meilleure shot. J'avais pas les meilleures mains. J'avais des popées mains. Mais j'étais pas mal intelligent sur la glace. C'était ça ma grosse force. Puis Pascal, c'est pour ça que je suis capable de me démarquer. Puis c'est ça qu'il exploitait. Mon sens du jeu, mon QI hockey. Mm-hmm. Puis le reste, on le travaille. Joe, ton patin est pas tip-top, on va le pratiquer après les pratiques. Tu sais, c'était comme... Il me faisait sentir comme si j'étais enough. Mm-hmm. Puis c'est ça que je me souviens. Puis je pense que n'importe quel leader ou entraîneur, quand quelqu'un qui justement, tu sais, je reviens au thème du début, qui t'encourage à être toi-même, j'ai pas besoin de plus que ça. Là. Est-ce que tu parles encore à Pascal? À cause... non. Je peux pas te dire oui, mais je l'ai vu dernièrement dans une fête d'amis à cause de Dan. Puis j'y ai parlé, ça faisait X nombre d'années, là, 20 ans là, que j'ai pas adressé la parole. Puis c'était hot. C'était hot. J'ai dit ça. Tu as dit ce que tu viens de dire. J'ai dit ça, rempli d'émotions, puis j'étais content d'y dire. Puis il l'a reçu super humblement, puis il m'a appuyé. Je te mets pas sous les projecteurs, là, Pascal. Mais tu sais, si jamais j'ai besoin de quoi que ce soit avec Hockey Sans Frontières ou quoi que ce soit, tu sais, Pascal, ouais. Ça va faire plaisir d'écouter au moins. Mm-hmm. Tu sais, fait que il était généreux de son écoute, là. Ouais. Et de ses offerts. Ouais. Malade. Après ton junior majeur, tu t'es ramassé à Concordia. Tu es revenu dans ton coin de pays. On rentrait à la maison. Ouais, on rentrait à la maison à Bécomo puis à Val-d'Or. Ça commençait à être loin. Là. Ah ouais. Puis là, t'as fait un bac en quoi à Concordia? J'ai fait c'est une majeure en relations humaines. OK. Puis une spécialisation en marketing. Fait que rapidement, c'est relations humaines, mais c'est un peu... C'est un grand addon, là, mais c'est du travail social. Ah, c'est très relié à ce que je fais là. Puis en marketing, la spécialisation, c'est tous les cours le fun de marketing. Fait que tout en créativité, les 8 cours, pas de cours de finance, pas de cours de fiscalité, pas de cours de... J'aime pas tellement ça, là. Ouais. Fait que, mais tu sais, j'étais arrivé là, puis pour être, tu sais, ça, je savais pas quoi faire. Je fais quoi? Je m'en vais où? Je fais quoi? Je sais que j'aime pas les chiffres. Fait que là, il me reste quoi? Fait que t'avais le hockey, tu jouais quand même à Concordia en même temps? Oui, définitivement. J'étais dans l'équipe de l'école. Là. Dans le temps, c'était la CIS. Là. Ouais, c'est les Stingers. Les Stingers, ouais. Puis, comment ça s'est passé? Est-ce que ça t'a aidé à faire la paix avec le hockey ou pas vraiment de jouer universitaire vu que là, t'es dans un autre... T'es dans un autre réseau, t'es à une autre étape. Après, dans ta vie, c'était quoi ton rapport avec le hockey à ce stade-là? C'est une bonne question. À ce stade-là, j'ai un ami, Phil Osga, qui était le gardien de but, que j'ai joué contre junior, puis qu'on a joué dans les équipes d'étoiles ensemble, puis qui m'a il dit, tu sais, c'est pas un cul-de-sac, là, le hockey universitaire, là. Tu sais, si tu travailles fort, t'as ton bac, t'as l'Europe après, là. Fait que, dès la première année, j'ai fait « Ah oui, voyager. » Donc, tout de suite, c'était avec le plan en tête de voyager avec le hockey. Ben, c'est pas fou. Ça serait cool. Aller n'importe où. Ouais. En Allemagne, en France, je savais pas. Fait que dès la première année, c'était comme « Ah, OK. » Fait que ça me donne un but. Ça a ouvert cette porte-là. Là. Ça a ouvert cette curiosité-là, puis cette porte-là. Puis à Concordia, on faisait... Ils le font encore d'ailleurs, McGill font la même chose. J'ai de très bons rapports aussi avec McGill aujourd'hui. Je te raconte de quoi sur Dan après. Puis on faisait, à chaque 2 ans,
on faisait un voyage en Europe, jouer des games hors concours contre division en Allemagne, division 3 ou division 4. Fait que dès la première année, ça tombait une de cette année-là qu'on faisait un voyage en Allemagne. À 21, c'est la première fois que je voyageais sans les parents ou sans, d'ailleurs à l'extérieur de l'Amérique, les Amériques. Ouais. Donc, puis ça m'a donné la piqûre. Honnêtement, ce voyage-là a fait OK, ouais, non, c'est ça que je veux faire. Je veux essayer de jouer en Europe à quelque part après mon parcours universitaire. Définitivement. Puis tu as fini ton parcours universitaire, puis ça 4 ans plus tard. T'as même fini avec une blessure, je pense. J'ai été blessé. Le hockey t'as violenté, là. Hey, si tu regardes le nombre de matchs de jouer, là, dans les différents, même juniors, là, j'ai la moitié des matchs que j'aurais dû jouer. À ce point-là, 50%. Oh, ouais. Puis avec l'universitaire, j'ai pas joué ma dernière année. J'ai pas joué. J'ai même pas joué un match ma dernière année. Puis l'année d'avant, t'étais, je pense, plus qu'un point par match. Là. Ouais, universitaire. Puis ça faisait du bien, ça. D'avoir du fun. Ouais, ça faisait du bien avoir du fun. Puis c'est ça. J'avais du fun. Puis cette année-là, c'est là qu'il y a beaucoup... Tu sais, Pascal, il dit souvent, puis j'en entends dire à radio, tu sais, il dit, tu sais, le hockey, c'est comment qu'il dit ça? Il dit, c'est 90% dans la tête, puis l'autre 10%, c'est dans la tête. Tu sais, quelque chose, tu sais... Pascal Vincent. Ouais, Pascal Vincent, il dit quelque chose. Puis, fait que avant cette année-là, à plus qu'un point par match universitaire, j'ai eu la seule été que j'ai pas pris ça au sérieux. Puis je suis parti avec mon meilleur chum en backpack en Europe à 23 ans. Puis donc j'avais une job de caréneur. Donc je lavais les bateaux. Comment t'appelles ça, caréneur? Caréneur. Donc on lève les bateaux au port, on lave et la coque, le dessous du bateau, à l'acide aussi. Puis avec Alex, on avait une job pour une personne qu'on s'est séparés en deux. Ça pour te dire que j'avais un 6 heures de libre par jour que je faisais chest-bras. C'était ça mon entraînement. Je me faisais bronzer, j'allais à la plage, je me buildais alors que le hockey est un sport de lower body. Puis l'année qui a suivi, c'est ma meilleure année universitaire. Ah. Fait qu'il y a quelque chose par rapport au break mental que tu t'es donné. Je pense que oui. Je veux dire, ça peut être des liens faciles, mais je pense pas. Après, je me connais assez à 44 ans. Là. Je me connais assez pour faire, ça fait pas mal de sens. À un certain niveau, au moins, il y avait un lien entre le repos mental. C'est sûr et certain. Parce que tu t'es donné un break de hockey. Tu t'es donné le temps de craver un peu et de revenir dans le plaisir. Ben oui, c'est ça. Ben oui, puis ça, c'est quelque chose aussi, d'ailleurs, que des discussions que j'avais avec une nouvelle connaissance, Éric Oziel. Oui, l'ancien comédien qui jouait dans l'ancien compte. Ben oui. Big Mac. Big Mac. Mac Templeton. Qui est très un advocate du... c'est quoi en français? C'est les Je suis habitué de parler en anglais avec le... Ouais, bref, c'est pas un fervent, mais qui un porte-parole, en tout cas, pour le multisport. Oui, il appelle ça aujourd'hui le cross-training. Mais avant, les gens faisaient juste d'autres sports l'été. Ouais, ben c'est ça. Ils arrêtaient. C'est ça, mais moi, c'est tout le temps. Tout le temps, le hockey. À l'année. Depuis que j'ai 11 ans, 12 ans, à l'année. Donc, il y a c'était le hockey d'été, le hockey d'élite. Il peut y avoir un petit burn-out. Là. Ou en tout cas une écœur en titre, certainement. Mais il faut que tu ailles out. De recommencer. Oui, il y a une couple d'années, Crosby s'est fait obligé, après une saison, à ne pas jouer pendant un mois. Puis je te parle, il y a plusieurs années de ça, puis il était allé en voyage en Europe, là. Puis c'était la première fois de sa vie, là. Puis je pense qu'il y avait les shakes, là, tu sais. Mais ils sont comme, faut que tu t'en ennuies, là. Parce que là, sinon, ça finit jamais, tu sais. Ouais. Puis ça lui fait imposer, mais c'est ça. C'est que t'avais besoin d'un break, là. Oui, je pense que c'est sain. Ah oui, vraiment. C'est tellement sain. Complètement. Puis, ouais, c'est ça. Tu voulais me dire de quoi sur Dan? Dan. Il tape la ça se Dan avant qu'on se rencontre. C'est une histoire courte, mais je trouve ça cool parce que on s'est rencontrés vraiment en personne. Tu sais, de se regarder dans le blanc des yeux comme toi puis moi, on se fait là. La première fois en Serbie.
En fait, je devrais dire est-ce qu'on est gentil un envers l'autre en Serbie, mais sinon, on jouait. Vous étiez battu avant, c'est ça? Ouais. Vous jouiez contre. On jouait. Oui, mais on s'est littéralement. La dernière fois, j'ai vu Dan avant de le voir dans le café Internet en Serbie, quand je suis arrivé comme une semaine avant lui. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était sur la glace Concordia contre McGill. Dans ce temps-là, les Redmen, c'est les Redbirds, si je me trompe pas. Ouais, je pense que oui. Puis la dernière fois qu'on s'était vu, on s'est battu. Moi qui s'est peut-être battu 5-6 fois dans ma carrière. Une de ces fois-là, c'est contre un de mes meilleurs chums. Aujourd'hui. À l'époque, Dan, c'était très dur à jouer contre, là. Puis je l'aimais pas du tout. Il ne m'aimait pas du tout. Quand j'ai su qu'elle arriverait en Serbie, j'ai dit à Fred, oui, c'est sûr, il faut qu'il soit dans notre équipe. Voyons, Dan, il est super bon, puis j'haïssais ça jouer contre lui, fait que c'est sûr que je vais l'avoir dans mon équipe. L'inverse, non. Dan, il est failli pas venir parce que j'allais être là. J'allais être là en Serbie, mais finalement, c'est un moment charnière là, au café Internet, au Babariba, à Novi Sad, on s'est vu, puis on s'est vu, puis on a fait « Ah, ouais, ok, t'es comme moi, toi. » Les deux côtés d'une même pièce. Ouais. Ben oui, mais là, j'ai soif. J'ai une petite soif. Mais qu'est-ce que je peux boire? Du Be-High. Du Be-High, Susan. C'est ça que tu pourrais boire. Et oui, Be-High, un autre commanditaire des Dread sur le Tape qu'on adore. Oui, qu'on adore, on en boit pour vrai. C'est la boisson préférée des loufoques. Je pense que je l'ai dit 1700 fois depuis le début du podcast. C'est parce que c'est vrai. J'ai pas besoin de mentir, puis j'aime ça. OK? J'aime ça, pas mentir, puis j'aime ça, le Be-High. Ma saveur préférée, cerise limonade. As-tu d'autres questions? Ouais, je peux-tu en acheter à rabais? Oui, tu peux, Susan. Beehive.ca, avec le code DST15, t'as 15% de rabais. Fait que tant qu'à en boire, bois-en à rabais. OK, merci, c'est vraiment gentil. On se rapproche tranquillement de Jerry Rochon. DST15, utilisez le code rabais DST15 pour 15% de rabais sur votre commande au beehive.ca. Parce que c'est ça, après ton cas universitaire, le rêve s'est réalisé pour finir le hockey sur note positive. Ouais. Parce que tu venais de manquer une année aux blessures. Tu as été en Europe. C'est en Serbie, là, d'ailleurs, que tu as rencontré les boys, que l'idée du projet est née autour d'un café. Puis ça nous ramène, dans le fond, un petit peu à Hockey sans frontières, dans le fond, que vous avez lancé. Là, ça fait déjà 15 ans quand même. Vous avez, parce qu'on en a parlé au début, mais j'ai comme un peu suivi le flow de la conversation naturellement. Vous formez des coachs pour aller vivre des expériences formidables à l'étranger, humaines, communautaires, sportives par la bande. Parle-moi un peu, parce que je sais que vous avez comme un modèle, vous avez développé un modèle à travers les années, évidemment, sur les affaires qui sont importantes pour vous. Puis on en a parlé tantôt des modules, puis sans tomber dans la technicalité, mais vous avez des principes fondamentaux sur lesquels vous misez, qui sont importants pour vous. Quels sont-ils? Ça a toujours été, le gros de notre programme a été, comme on l'a expliqué plus tôt, donc la partie vivre une expérience humaine au travers le hockey. On est venu à la pandémie. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut-tu continuer à, entre guillemets, juste faire ça? Qui est quand même... Ça a transformé plein de gars, plein de filles. Là. Avant qu'on commence à faire ce dont je vais parler, donc notre programme de coaching, Murray Cobb, il est directeur du True North Foundation à Winnipeg. Ça, c'est le hockey mineur à Winnipeg. Je dis pas passer au travers hockey en frontière va t'amener des jobs débiles, mais c'est quand même cool. T'as Zach Jackson qui est responsable du hockey mineur dans le programme des Preds à Nashville, qui est un Américain. Fait que même avant qu'on arrive avec nos modules puis avec notre coaching programme Beyond Borders, je sais très bien que ça a transformé la vie de ben des gars, ben des filles. J'ai aussi un de mes chums, Nick Duhamel, qui est rendu qui travaille pour le groupe CH dans les bureaux. Mais je sais, c'est une expérience de plus de vie que tu as aller en Serbie ou aller en Inde. Certainement.
J'étais où? On parlait des modules, dans le fond, on parlait des Ça en valeurs. merci. Ça en est venu à la pandémie. Puis est-ce qu'on veut continuer à faire ça ou on va juste faire un peu d'introspection, puis est-ce qu'on veut être un acteur à notre niveau de changement un peu plus important dans la culture de hockey? La réponse a été oui. Puis nous, ce qu'on focus, c'est les entraîneurs. On pense que former des meilleurs humains donne des meilleurs entraîneurs, donne des meilleurs petits humains. Ouais, ça découle Ça sur découle les sur le reste. Puis c'est ça. Puis, fait que donc, ça en est venu, ben peut-être qu'on devrait... En fait, c'est Jocelyn Thibault, je vais le dire. Là. C'est Joss. On avait le même agent dans le temps. Fait que je le connaissais un petit peu. Je sais pas, j'ai lu bien. C'était Jean Deck, c'était Robert Sauvé. OK, ouais, Bob. Pierre Lacroix, puis Bob, que je salue, Bob. Puis ça, c'est un autre solide Jack. Puis j'y ai parlé, puis c'est ça, à cause qu'on se connaissait un petit peu, j'y ai parlé de Hockey sans frontières. Puis il m'a parlé de l'importance... Il m'a parlé de l'importance pour pouvoir aller chercher des commanditaires éventuellement, l'importance de pouvoir mesurer le changement qui se passe chez la personne. Mais là, tu sais, c'est ça, là, ton changement à l'intérieur. Comment je le mesure, ça? Comment tu le vends, d'une certaine manière? Ouais. Fait que c'est ça qui a fait comme allumer. Ah, ouais. Je peux peut-être ou créer un programme de coaching. Puis c'est là que ça en est. Puis c'est là que l'idée, c'est là que l'idée est venue. Puis c'est là que l'idée des. Tu sais, maintenant, on est rendu à. On l'a déployé pour la première fois l'année passée avec entre 15 et 20 coachs. On a 5 modules. C'est tout sauf les X's and O's. C'est tout sur des trucs humains et non sur des trucs techniques. Exactement. Rien de tactique, ni de technique. Pour ça, il y en a 1001 ressources. Là. Que ce soit de Hockey Canada, USA Hockey, le IHF ou The Coach's Site. Ouais. Il y en a plein de ressources. De ce qu'on parle, nous, on parle d'intelligence culturelle, on parle de curiosité culturelle, d'intelligence émotionnelle. Puis ça, j'ai pas sorti ça de mon... on a notre Fred, Paul, et moi, Paul, c'est notre chairman. Puis dans Hockey sans frontières, on n'a pas sorti ça de nulle part. Là. Oui, on a notre mot à dire de qu'est-ce qu'on veut, mais on est en collaboration avec pour le module sur ça. Le premier module, c'est l'intelligence culturelle, l'inertie culturelle et sociale qu'il peut y avoir dans le hockey. Donc, les gens qui veulent pas changer parce que c'est pas évident, ça. C'est la chose la plus difficile pour un humain, c'est de changer. Ouais. Fait que, puis se le faire dire ou se le faire... pas... être confronté, peut-être? Ouais, c'est ça, exact. D'être confronté. C'est pas évident pour personne. Là. Après ça, il faut juste que tu sois ouvert à ça. Fait que l'intelligence émotionnelle, culturelle, sociale, avec certaines théories. Tu sais, puis c'est pas les modules, là, on a 5 modules. On a une nouvelle collaboratrice qui nous a contactés d'un dernier temps, d'un dernier 2-3 mois, Dr. Jen, puis elle est... Fait qu'on a potentiellement 6 modules, pas plus que 2 heures par module. Puis c'est un peu de théorie, mais surtout des pratiques. Puis vu qu'on a les bonnes personnes en place pour faciliter, pour mettre en place. Pour l'idée, le module, ben là, tu as une interaction qui se passe avec les coachs puis l'expert. Parce que le premier module, c'est Katie Whitfield, qui est une professeure émérite, oui, au secondaire, mais elle gagne des prix du gouverneur général à cause de la façon qu'elle est capable de monter un curriculum, à cause qu'elle a voyagé beaucoup. Fait qu'avec elle et Paul,
ils ont construit le premier module sur ça, l'intelligence culturelle, émotionnelle, avec différentes théories, différentes pratiques. Le module 2, on a John Chabot. On fait beaucoup affaire avec une œuvre de charité qui est First Assist, qui se concentre beaucoup sur les communautés Premières Nations dans le Grand Nord canadien, québécois et canadien. Puis ça, c'est John Chabot qui est derrière ça. John Chabot qui a joué pour le Canada. Je sais pas si tu te souviens. Ouais, ça me dit vraiment de quoi ce nom-là. Elle n'a pas mélangé avec Frédéric Chabot. Elle n'a pas, non. Puis ça, John est issu des Premières Nations Kitikan Zibi. Donc c'est Algonquin. Je l'ai annoté. J'ai regardé mon petit calepin. C'est parfaitement correct. Puis, fait que c'est ça, il utilise le hockey pour aider les jeunes à rester accrochés à l'école. Fait que nous, on fournit des coachs qui vont... Donc, en ce moment, on a quelqu'un au Yukon qui va faire la saison au complet là-bas. Et puis, John, dans le module 2, parle de son expérience avec l'homme blanc qui vient dans ces communautés et l'importance, puis ce que je retiens de son module 2, c'est just show up. C'est juste d'être là. Donc, l'importance de comment t'intégrer dans... Tu sais, on a de la théorie puis un peu de pratique avec le module 1. Le module 2, t'as quelqu'un qui te dit vraiment comment ce que c'est pour vrai, avec des exemples des exemples pas troublants, mais tu sais, c'est des exemples probants, des trucs que t'es pas habitué d'entendre ou de vivre, puis comment dealer, mais ça revient tout le temps au même point. Fais juste être là. Essaye, tu sais, sois pas un try-hard, là. Fais juste être là, puis être ouvert. Ça fait que John nous parle au module 2 de son expérience, tu sais. Puis module 3-4, on a Dr. Cassidy Preston, qui est un psy super populaire dans le monde du sport. Il y a des clients dans la Ligue nationale. Je serais vraiment pas capable de m'offrir ses services au prix qu'il demande. Puis lui, il parle il y a 2 modules, un peu de comment se contrôler soi-même. Tu sais, break free from results. Martin Saint-Louis parle beaucoup de ça. Ah ben oui. Ben non, c'est ça. On a gagné, on a perdu. C'est pas ça que j'ai regardé à soir. On a-tu... lui, le process, comme ils disent, mais est-ce qu'on a travaillé de la manière que si on travaille de la bonne manière, les résultats qu'on veut vont venir anyway? Concentré sur le processus. Oui. Puis il prend comme... il y a un nom que je peux nommer dans ses clients parce qu'il l'a autorisé. Il jouait à Edmonton l'année passée. C'est Brown. Connor Brown. Connor Brown. Ouais, Connor Brown, c'est un de ses clients. Puis l'année passée, il a connu des espèces de bonnes séries. Les séries phénoménales. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, puis ça, c'est un client à casse. Puis, fait que tu sais, puis le module 4, c'est how to create team culture. Donc, créer encore une fois, la culture avec ces 3, c'est 4 piliers qui est la communication, la responsabilité, commitment and trust. Donc, la confiance. L'engagement et la confiance. L'engagement et la confiance. Puis c'est encore une fois, c'est 1h30. C'est un 2 heures. Puis le module... ce qui me fascine aussi, excuse-moi de te couper, c'est des notions qui sont utiles dans une vie, là, dans le sens que bien au-delà du hockey ou du coaching, que tu sois dans une entreprise, que tu sois à ton compte, peu importe, dans les situations sociales, il y a quelque chose là-dedans qui est très, très enrichissant, puis tu as accès à beaucoup d'informations. Je ne sais pas si je dirais privilégiées, mais quand même une forme de formation humaine quand même assez riche. Là. Ben oui, c'est ça. C'est exactement ça. Puis entre toi puis moi, emmené ici, Dave Bocage, moi, je te vois partout. J'allais voir ton show. J'étais comme, OK, moi, j'ai... T'es-tu venu à mon show? Moi, le show de rodage. À Montréal. Dans Villeray, là? Ouais. Ah, nice. Alex t'a invité là. Ouais. Qu'on se connaît par mon gérant, pour ça que ça. Ouais. Puis, cool. Puis, tu sais, fait que, tu sais, j'étais comme je te l'ai dit un peu, là, j'étais un peu, tu sais, j'ai vu tes invités que t'as eu à date cette année, puis j'étais comme, OK, mais tu sais, j'ai utilisé cette, tu sais, ben c'est ça, tout le processus on tourne autour de ça un peu depuis tantôt, là. Ouais.
tu sais, De pas avoir un sentiment d'imposteur. je suis pas cancellé, là. Non, Tu sais, je suis là. Tu sais, je veux dire, puis je sais pas, j'avais pas envie de te canceller, mais juste te dire, tu sais, des fois, le stress peut. Je comprends. Mais. Showing up is half the job, Ouais. comme ils disent. Comme ils Se disent. pointer, c'est la moitié de la chose. Ouais. Juste pour pas te garder toute la soirée, de quoi tu es le plus fier de Hockey Sans Frontières? Wow. Il y a eu plusieurs coachs. Parce qu'on fait des séances de feedback après, puis carrément qui nous disent ça. Cette expérience a changé ma vie. Mm-hmm. Ces témoignages-là, ça semble cliché, mais c'est ça pareil. C'est pour ça qu'on fait ça. Et puis il y en a même que, tu sais, j'ai des exemples de coachs qui ont parti de la ligue, tu sais, que je te nommais des gars qui sont dans des organisations de la Ligue nationale de hockey, mais j'en ai un autre, Ian Anderson, qui était vidéo coach pour le Minnesota Wild. Puis que lui, il avait besoin d'un break de hockey, mais de peut-être un retour aux sources. Puis lui, il est allé en Serbie la première fois. Après ça, il est allé en Inde. Puis là, il est allé au Yukon dernièrement. Fait qu'il lui continue à travers nous d'aller dans dans des marchés non traditionnels de hockey. Puis je le sais que ça l'a aidé. Je le sais que ça l'a aidé à être en paix avec lui-même, à faire ce qui est pour lui le super important. Mais tu sais, j'ai un autre qui me dit ça a changé ma vie parce que j'étais peut-être pas aligné, puis le fait d'aller aller hors de ma zone de confort, aller avec vous autres en Serbie, ça m'a juste remis sur le droit chemin. Je me suis retrouvé. C'est pas rien. Non. Fait que c'est comment. C'est ça. C'est ces moments-là pour lesquels tu sais, c'est pour ça que je fais ça. C'est pour ça que je fais ça. Puis je le sais qu'avec ce qu'on a là comme offre, c'est unique. Il y a personne qui fait ça. Puis avec les entraîneurs. Puis je le sais très bien que juste aller vivre ailleurs dans une autre culture, ça nous change. Mais si tu rajoutes la shot de stéroïdes de notre programme, en plus, qui te fait travailler pendant que tu es là-bas, ou ça te met encore plus conscient de ton environnement, de t'es où. Dernière question, qu'est-ce que je te souhaite pour la suite, pour Hockey Sans Frontières, Joe? La longévité. La longévité. J'espère que Hockey Sans Frontières va continuer jusqu'à l'infini. S'il y a des gens qui nous écoutent qui disent « Hey, ça me tente, moi. J'ai envie d'être ce gars-là, cette fille-là, qui sont peut-être des anciens joueuses, qui semblent appelés par l'expérience humaine qui est Hockey Sans Frontières. » Où est-ce qu'ils vont? Sur notre site web, hockeysansfrontières.org ou sur Instagram. Un DM? Un DM, c'est moi qui le gère. Slidez dans les DMs de Joe. Hockey Sans Frontières, Hockey Without Borders. S'il y a des anglophones qui nous écoutent, mais qui comprennent le français, I guess. Joe, merci tellement d'être passé au podcast. Hey, super. Plaisir. Merci beaucoup. J'espère que c'était pas trop stressant. Non, pas du tout. Merci de m'avoir mis à l'aise pour vrai. Ça me fait plaisir. Ouais. Hockey Sans Frontières, les amis, allez checker ça. À bientôt. Merci. C'est ce qui complète l'épisode de cette semaine, les amis. Un énorme merci à Jonathan Gauthier de s'être déplacé. Je remercie tous les chevaliers de l'ombre de Dread sur le Tape, à commencer par Amelia McGuire, Saint-Onge, Jordan Chouanière également qui est au montage, Maddie Blanchard au réseau, Freddie Levac pour le jingle et les transitions musicales de Dread sur le Tape, et finalement, Producer Tom qui m'encourage depuis le début en disant « Come on, Davey, you can do it ». Je vous rappelle, les amis, dépêchez-vous si vous voulez venir voir mon spectacle. Les dates s'achèvent. davidbocage.ca. Passez.com. J'ai dit .ca, c'est plus .com. Passez une magnifique semaine dans tous les cas. OK, bye-bye.